Présentation du roman L'Académie Baudelaire, écrit par Jean-Clément Martin Borella et publié aux éditions L'Harmattan. L'entretien s'est tenu dans le salon Chinon du restaurant Au Petit Riche, dans le 9e arrondissement de Paris, grâce aux présences indispensables de Calypso Vanier, Antoine Monnier et Sacha Covillers. Pour présenter poétiquement Baudelaire, l'homme qu'il était, je pense à des vers d'un poème qui s'appelle La Voix, qui n'est pas très connu. Derrière les décors de l'existence immense, au plus noir de l'abîme, je vois distinctement des mondes singuliers. Et de ma clairvoyance, extatique victime, je traîne des serpents qui mordent mes souliers. Et c'est depuis ce jour que, pareil au prophète, j'aime si tendrement le désert et la mer, que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes, et trouve un goût suave au vin le plus amer, que je prends souvent les faits pour des mensonges, et que les yeux au ciel, je tombe dans des trous. Mais la voix me console et me dit « Garde tes songes, les sages n'en ont pas d'aussi beau que les fous ». J'ai choisi ce lieu pour parler de Baudelaire parce qu'il avait ses habitudes ici. Alors on est dans un restaurant qui s'appelle Au Petit Riche et qui était une annexe d'un grand café qui au 19e siècle s'appelait le Café Riche et qui recevait le tout Paris des journalistes, des littérateurs. Et on a un témoignage des Goncourt, des frères Goncourt, donc Jules et Edmond, qui parlent de Baudelaire soupant à côté d'eux avec une description à charge. Il parle de ses petites mains de femme, de sa tête rasée, d'une toilette de guillotiné. C'est une description péjorative qui arrive peu après le procès des Fleurs du Mal, donc dans la lignée, on va dire, des avis de l'Empire. Mon roman commence en décembre 1861, le 11 décembre précisément, et il raconte deux histoires en miroir. Deux histoires qui finalement se font écho pour n'en former qu'une seule, celle de la vie à la fois douloureuse et grandiose de Charles Baudelaire. D'un côté, on a dans ce roman l'histoire tragique, celle d'un homme lassé par sa pauvreté, lassé par sa mauvaise réputation, qui décide de présenter sa candidature à l'Académie française. C'est une démarche sincère, mais évidemment vouée à l'échec. Pourtant, pendant 2 mois, il va mener campagne et rencontrer les académiciens. Si vous êtes candidat, vous devez vous rendre chez les académiciens pour tenter d'obtenir leur voix. Alors il va rencontrer 7, 8, on ne sait pas exactement combien d'académiciens. Et dans mon roman, je retranscris plusieurs de ces entretiens, notamment avec Lamartine, avec Sainte-Beuve, avec Vigny. Certains se passent très mal, la plupart. D'autres se passent un petit peu mieux. En tout cas, il n'y a pas de suspense. Il y a une incompréhension sur la poésie de Baudelaire en ce temps, d'autant plus que l'Académie française est complètement dans une logique de littérature moralisante et ne peut pas élire en son sein quelqu'un qui est condamné par la justice et quelqu'un qui parle de sexe, qui parle de choses complètement immorales pour l'époque. Alors, il y a de l'autre côté une histoire plus joyeuse, celle d'une promesse et finalement peut-être d'une vengeance, c'est la postérité. Dans l'ombre de ces médisances, il y a des amis chers, il y a des jeunes visionnaires qui s'appellent Verlaine, qui s'appellent Mallarmé, qui ne sont encore rien, qui sont des lycéens, mais qui comprennent dans leur sensibilité déjà de poète que cet homme est spécial, qu'il révolutionne la poésie par bien des aspects. C'est cette voie-là qu'il faut suivre pour être un poète moderne. C'est cette deuxième histoire d'une promesse que je raconte avec des rencontres qui se passent plus ou moins bien parce que Baudelaire est quelqu'un qui ne veut pas d'école, qui veut être seul, mais qui, au fur et à mesure, quand même comprend qu'il ne pourra pas avoir de postérité sans cette jeunesse fougueuse et en même temps très aimante. Il écrira même à la fin de sa vie « Je crois que l'école Baudelaire existe ». Je voulais un moment révélateur, précis, puisque je ne voulais pas faire une biographie ou quelque chose de très large, mais un moment de la vie qui pouvait éclairer un peu toute son existence. Et dans ces mois-là, de décembre à février, on a le concentré de toutes les haines, de toutes les calomnies qu'il a reçues, parce qu'à partir du moment où on sait qu'il est candidat, les journaux vont se déchaîner. Et d'un autre côté, il a donc 40 ans, 1861, Verlaine, Mallarmé sont 2 jeunes garçons, et il commence à réfléchir. C'est le moment où il rentre en contact avec eux. Il y en a d'autres dans mon roman, justement, que j'essaye un peu de sortir, non pas de l'ombre, mais en tout cas pour les faire
un peu connaître du plus grand public, comme Villiers de l'Isle-Adam, Catulle Mendes, qui sont des jeunes très talentueux, et que Baudelaire écoute, et en tout cas, eux sont fascinés par Baudelaire, quoi qu'il fasse. Ce sont un peu des groupies, mais ce sont des groupies intelligents. Il a des mauvais fans, on pourrait dire, qui le copient, par exemple, dans ses habits, qui font des mauvais vers. Mais eux, Verlaine, Mallarmé, gardent leur spécificité, tout en ayant un maître. Je pense qu'il est très difficile, Baudelaire a eu des maîtres, il est très difficile d'être poète sans avoir des guides. Et donc ces 2 mois-là de vie sont assez révélateurs de tout ce qu'il a dû endurer et en même temps de toutes les promesses qui lui ont été ensuite accordées. L'ambivalence, c'est vraiment le trait de caractère de Baudelaire. Il écrivait qu'il aurait voulu que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y ait le droit de se contredire. Baudelaire n'aime pas les académiciens, mais il a beaucoup de respect pour les institutions littéraires et notamment l'Académie française. Il estime que le but pour lequel l'Académie française a été créée est noble, réunir les meilleurs écrivains, les meilleures voix de la littérature française en un même temple. Le problème, c'est que l'Académie française n'est pas le cénacle des grands hommes, c'est le cénacle des politiques, souvent mécontents contre l'Empire. Ce sont des monarchistes qui sont beaucoup à l'Académie française. Et Baudelaire ne supporte pas que ce soit une sorte d'antichambre politique avant un éventuel retour aux affaires. Et donc Baudelaire a une idée qui est par sa candidature et par son élection, de rétablir la véritable fonction. On appelle les académiciens les immortels. Il y a une sorte d'idée qu'une fois dans ce temple, on accède à l'immortalité artistique. Mais quand on regarde les œuvres des pensionnaires en 1861, on est assez dubitatif sur le fait qu'ils puissent rester à l'avenir. À part Victor Hugo, Alfred de Vigny et Lamartine, vous avez des gens comme Viennet, comme Villemain, comme Jean-Baptiste Biot, des gens qui ont complètement disparu aujourd'hui. Donc, il y a l'idée d'une phrase de Balzac que j'aime bien qui dit « Vos vains honneurs passeront plus vite que ces fleurs ». Il ne parle pas des fleurs du mal, puisqu'il écrit bien avant 1857, mais il y a cette idée que c'est par l'œuvre qu'on peut gagner l'immortalité, en tout cas dans mon roman, qu'on peut réussir, et ce n'est pas par de fausses décorations, en tout cas des décorations qui vous permettent d'avoir une vie agréable, d'être bien respecté, d'être financièrement à l'aise, mais qui ne vous apportent finalement aucune promesse pour la suite. On pourrait dire que c'est mieux que rien, parce que Baudelaire n'a aucune promesse aussi. Finalement, il peut tout perdre, avoir une mauvaise vie et ne pas avoir de postérité. Mais en tout cas, il y a cette idée que la décoration littéraire est davantage là pour améliorer l'existence que pour promettre la postérité. Baudelaire est quelqu'un qui écrit toujours dans la difficulté. Et on pourrait se demander s'il était riche, s'il n'avait pas dépensé tout son argent quand il était jeune, s'il n'était pas sous tutelle, est-ce qu'il aurait pu écrire cette œuvre? Certainement que non. Baudelaire est attiré par le mal, avec un grand M. Tout ce qui est souffrance est source de création. Il y a vraiment cette idée que c'est l'œuvre qui le rend immortel. Et ensuite, pour lui aussi, sa vie malheureuse est devenue un lieu commun qui l'a fait entrer dans une forme de postérité. C'est-à-dire que le poète doit être malheureux pour créer. Et aujourd'hui, si on pense à poète, on pense à quelqu'un qui, globalement, ne va pas très bien, alors qu'on peut certainement faire de la poésie en allant bien, sauf que Baudelaire a réussi, malgré lui, à faire passer l'idée qu'il fallait avoir une vie difficile pour écrire un chef-d'œuvre. Baudelaire est le premier poète moderne. C'est-à-dire que si on ouvre les Fleurs du Mal, on tombe sur des poèmes dans la forme qui sont assez classiques. Mais il y a un éditeur qui dira très justement que Baudelaire est un étrange classique des choses qui ne sont pas classiques. Parce que les thèmes que Baudelaire convoque n'ont jamais été rendus poétiquement, voire même littérairement. Cette description d'une scène sexuelle macabre, la convocation de gens marginaux qui ne sont en rien poétiques, comme les pauvres, les petites vieilles, les aveugles, tout cela devient poétique. Et ça, c'est très étonnant, c'est très moderne. Il a besoin de rencontres, il a besoin d'étonnement. Et ce sont les poèmes des Fleurs du Mal les plus connus, par exemple « À une passante » ou « Les petites vieilles ».
ce sont des personnes qu'il a suivies, qu'il a vues dans la rue pour de vrai, et qu'ensuite il a rendues poétiques. Parce que son grand objectif, c'est de redonner une définition à la beauté. La beauté, avec un grand B, doit être extraite du mal. C'est-à-dire qu'elle doit être extraite des gens qui souffrent, de la modernité qui n'est pas joyeuse. Baudelaire n'aime pas cette révolution du progrès qui peu à peu commence à gagner les villes, à gagner les mentalités. Et donc, il décrit un monde, il décrit ce monde peu adapté à la modernité, où il décrit un monde qui va disparaître avec beaucoup de nostalgie. Et autre point de modernité, il est le premier à indiquer le spleen, à indiquer la nostalgie, la mélancolie, dans une catégorie littéraire propre. Ça avait été évoqué par d'autres, mais jamais ça n'avait été le centre de la réflexion. Redéfinition de la beauté, usage d'une mélancolie exacerbée. Dans le fond, Baudelaire est profondément moderne. Et par exemple, si on pense au poème Les Petites Vieilles, on peut comparer, on regarde un poème de Lamartine de Vigny très classique, et Baudelaire qui écrit « Avez-vous observé que maint cercueil de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant ?» Vous vous rendez compte de la question? Comment on peut poser une question comme ça? On a l'impression que c'est de la prose. Eh bien, avec ce fond, Baudelaire atteint les limites assignées à la poésie. Donc Baudelaire se rend compte que les sentiments qu'il veut faire passer, l'ironie, l'humour parfois, sont bloqués par la forme même du vers. Donc il y arrive quand même parce que les poèmes des Fleurs du Mal ont déjà un fond moderne. Sauf que maintenant, il veut passer à une forme. Et pour cela, il doit sortir de la forme classique. Et il va non pas créer, parce que ça existait avant, mais donner vraiment une impulsion nouvelle aux poèmes en prose. Dans les petits poèmes en prose que Baudelaire n'a pas eu le temps de regrouper parce qu'il est mort avant, mais qu'il voulait intituler Le spleen de Paris, il a explosé la forme et à partir de là, il crée des petites nouvelles poétiques où la seule règle finalement est de se laisser guider à sa propre rêverie, à sa propre émotion. Et on n'est plus enfermé dans le sentiment noble de l'alexandrin. Parce que pour exprimer le mal, c'est pas facile de passer par l'alexandrin. Asselineau, Banville et Poulet-Malassis vont, une année après la mort de Baudelaire, en 1868, publier des œuvres complètes de Baudelaire où ils réunissent des papiers, notamment des papiers qui n'étaient pas destinés forcément à la publication. Ou en tout cas, Baudelaire n'avait pas dit « je veux que ce soit comme ça ». Mais l'année d'après, il y a des œuvres complètes, et 2 ans après, en 1869, il y a une biographie de Baudelaire qui est écrite par Asselineau, et qui est vraiment aujourd'hui le meilleur témoignage sur Baudelaire, puisque c'est quelqu'un qu'il a connu et qui parle de lui, alors avec beaucoup d'admiration. Évidemment, il y a peu de reproches, alors que Baudelaire en méritait certainement davantage, mais c'est un livre extrêmement émouvant et indispensable pour vraiment connaître qui il pouvait être dans le privé et non pas connaître Baudelaire à travers les articles des journaux qui, eux, mentent pour vendre. Ses amis sont indispensables pour entretenir sa mémoire et pour lui faire passer, on peut dire, un palier. Ensuite, les jeunes admirateurs, Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine, Mallarmé, sont eux indispensables parce qu'ils vont créer leur propre univers poétique à partir de Baudelaire. Ils ne le copient pas, ils ne pastichent pas, il y en a beaucoup qui arrivent en 1868, quand Asselineau et Banville réunissent les œuvres complètes, il y a des gens qui arrivent avec des poèmes en disant bah, c'est Baudelaire qui l'a écrit, alors en fait c'est eux. Bon, ça se voit tout de suite parce que c'est mauvais. Mais eux, ce sont les fanatiques qui veulent ressembler à Baudelaire parce qu'il est séduisant par l'aspect. Verlaine, Mallarmé, pour citer les 2 principaux, il y aura Rimbaud également bien sûr. Eux, finalement, pétrissent le pain que Baudelaire leur a donné, mais ils ne le gobent pas bêtement. Ils font ensuite leur propre route avec, et quitte à s'en éloigner. Mallarmé va s'éloigner, plus il vieillira, de Baudelaire, mais il n'oubliera jamais ses matins de poète. Celui qui a donné envie d'être poète, c'est Baudelaire. Et on n'oublie pas les gens qui ont décidé de votre vie, finalement. Je propose aussi dans ce roman une plongée dans l'univers littéraire du milieu du XIXe siècle. On a une époque où se constitue une république des lettres, mais une république très inégalitaire. Pour schématiser, avec l'industrialisation de la presse, des savoirs, des publications, plusieurs mondes se sont créés et on peut dire il y a le monde des triomphants, les journalistes bien intégrés,
les rédacteurs de la Revue des Deux Mondes, ceux qui sont du bon côté gouvernemental, ceux qui publient dans le Moniteur universel, le journal de l'Empire. Et il y a d'un autre côté ce qu'on appelle la bohème, qui forme un gros pot pourri parce qu'il y a plein de bohèmes différents. Il y a les buveurs d'eau, les buveurs de vin, c'est très, très marrant à analyser. Il y a une cloison très forte. Et alors, où se situe Baudelaire dans ce monde? C'est très étrange parce que Baudelaire n'est pas un bohème. On croit toujours que c'est quelqu'un qui va aller dans les tavernes, qui est très à l'aise. Théophile Gautier aura un très bon mot, il dira que c'est un dandy égaré dans la bohème. C'est quelqu'un qui n'est pas du côté, évidemment, de la bourgeoisie littéraire. Il n'est pas dans les salons, il est très mal vu. D'ailleurs, quand il est dans un salon, il provoque et il fait tout pour être détesté. Mais il n'est pas non plus très à l'aise avec cette bohème vineuse qui se croit talentueuse et qui est souvent aveugle sur ses capacités. La vie littéraire est fantasmée. Beaucoup veulent entrer en littérature pour se créer une vie intéressante et en fait n'ont pas le talent. Certains ont le talent et disparaissent avec les autres, malheureusement, parce qu'il y a trop de monde, tout grouille, et rares sont ceux qui peuvent s'extirper de ce monde. Il y a quelque chose de souriant à penser que les académiciens moqueurs, les journalistes triomphants, dorment aujourd'hui à l'ombre des cimetières et n'ont aucune vie posthume, alors que Baudelaire les a vraiment enterrés, lui, malgré une vie difficile.